Avant la révolution industrielle, le coton était tissé à domicile, réservé à l'usage personnel. Ce travail était parfois réalisé par de petits commerçants, mais dès la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée des métiers à tisser mécaniques, des marchands prospères commencent à rassembler les travailleurs sous un même toit et à créer les premières usines au monde. Grâce à l'énergie créée par ces fleuves qui permet de faire tourner les machines et à son climat humide qui donne aux fibres de coton leur résistance, Manchester devient rapidement le cœur de cette nouvelle industrie florissante. Mais pour Mike Neville, spécialiste de l'histoire des techniques, les fleuves et le climat ne sont pas les seules raisons de l'essor de Manchester. Manchester est une ville ouverte au XVIIIe siècle. Elle n'est gouvernée ni par un maire, ni par une assemblée de marchands. Ce n'est qu'un domaine seigneurial, donc tout y est permis. C'est une oligarchie du textile. Il y a 6 ou 7 familles, les Byron, les Mosley, et ils dirigent la ville de Manchester comme une gigantesque usine. Vers le milieu du XIXe siècle, Manchester est devenu l'atelier du monde et a gagné le surnom de Cotonopolis. Important du coton depuis les Amériques, 108 filatures surgissent dans toute la ville. Elles attirent fermiers et artisans venus de tout le pays dans l'espoir de bâtir une vie meilleure dans cette ville qui dorénavant est la 2e du Royaume-Uni. C'est intéressant de travailler dans une filature car la paye et les conditions de travail sont meilleures que celles des ouvriers de la ferme. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, cela nous paraît pénible. Des journées de 12 heures, pratiquement aucune pause, des installations sanitaires quasiment inexistantes avant la moitié du XIXe siècle. Ce sont aussi des gens qui sont payés à la pièce, donc payés selon la quantité qu'ils produisent, ce qui les incite à travailler beaucoup plus dur et à prendre moins de pauses, moins de repos. Il y a donc des risques, de véritables risques de blessures ou de mort, car les machines ne sont pas sécurisées. L'arrivée de machines de plus en plus performantes bouleverse l'organisation du travail et fait également émerger une toute nouvelle classe d'ouvriers. Avec ce type de machine, il faut une main-d'œuvre importante pour les faire tourner. Des centaines de personnes dans chaque filature. La composition de cette main-d'œuvre est très intéressante. Ces machines sont utilisées quotidiennement par des femmes aidées de jeunes enfants qui pouvaient ramper à l'intérieur des machines et les nettoyer pendant qu'elles tournaient. Les hommes, quant à eux, dirigent et surveillent. Ce sont les contremaîtres. C'est une grande opportunité d'emploi pour les femmes. Elles ne sont pas clairement aussi bien payées que les hommes, loin de là, mais c'est la première fois dans la révolution industrielle que les femmes sont employées en masse dans une ville industrielle. Afin de loger cette classe ouvrière en pleine expansion dans des villes comme Manchester, Birmingham, Bradford et Leeds, les propriétaires d'usines créent un mode de vie industrialisé, les back-to-back houses, de modestes maisons adossées les unes aux autres. Construites en un temps record et le plus près possible des fabriques, elles sont alignées le long d'interminables ruelles étroites. Très rapidement, ces quartiers vont devenir tristement célèbres pour la pauvreté et les maladies qui y règnent. En réalité, il s'agit d'entasser un maximum de monde dans le plus petit périmètre possible et en dépensant le moins possible. C'est pratiquement une marchandisation des personnes. Les personnes, plutôt que les bâtiments eux-mêmes, deviennent des biens desquels on peut soutirer de l'argent, car ils paient un loyer. C'est pour cette raison que l'on construit ces bâtiments aussi bon marché que possible. Malgré les conditions difficiles, la main-d'œuvre bon marché continue d'arriver des campagnes. Et avec la constante augmentation de la demande mondiale pour les produits britanniques, les mines et les usines se développent et prospèrent au Royaume-Uni. Il y a ces transformations que l'on peut voir dans le paysage, mais il y a aussi des changements dans la géographie humaine. Car évidemment, avec la croissance de ces pôles industriels, on crée des écoles, des hôtels de ville, des chapelles méthodistes. Tout cela se développe et crée des communautés qui dépendent de ces industries. À la seconde moitié du XIXe siècle, le gouvernement britannique adopte des lois visant à interdire progressivement le travail des enfants
et à protéger la classe ouvrière. Il accorde aux travailleurs le droit de former des syndicats et pour la première fois, la classe ouvrière obtient des congés bien mérités. Selon le saint patron de leur église, les communautés ouvrières des villes du nord et du centre de la Grande-Bretagne se répartissent les congés entre juin et septembre. Une semaine durant, les usines s'arrêtent de tourner, les ouvriers plient bagages et rejoignent les bords de mer. La plus populaire de ces destinations est toujours en vogue de nos jours. Située sur la côte nord-ouest de l'Angleterre, Blackpool. Durant des siècles, Blackpool était une destination prisée par les plus riches à la recherche des bienfaits des bains de mer sur leur santé. Mais la classe ouvrière découvre à son tour l'insouciance des vacances au grand air. Blackpool devient une station florissante, avec sa promenade de bord de mer, ses jetées, ses manèges et une immense salle de bal dans la Blackpool Tower. Pour Shirley Matthews, historienne locale, comme pour des milliers de personnes qui ont franchi ses portes au début du XXe siècle, la Blackpool Tower et la salle de bal sont encore chargées de souvenirs. Un de mes souvenirs les plus mémorables dans ce lieu, c'est probablement quand je dansais avec mon père étant petite. On y allait les samedis matins et tout le monde venait avec ses parents et on dansait sur les chaussures de nos pères. Ils portaient leurs souliers vernis et on dansait pendant que nos mères étaient assises et buvaient un coup. Tout cela faisait partie de la culture de notre enfance. On avait de la chance, on a passé de bons moments à Blackpool. Alors que la Blackpool Tower, haute de 158 mètres, est construite à l'image de la Tour Eiffel pour attirer les nouveaux visiteurs, la salle de bal est créée pour qu'ils puissent goûter les plaisirs de la vie luxueuse. La clientèle, c'était les petits ouvriers d'usine. Ils mettaient tout leur argent de côté pour cette semaine en particulier, pour laquelle ils avaient une robe ou un costume qu'ils allaient exhiber, et qu'ils échangeaient souvent à leur retour car ils avaient besoin d'argent. Donc quand ils arrivaient et qu'ils voyaient cette salle de bal, je veux dire, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Et ils ne le reverraient plus. Tout était une question de splendeur et de magnificence. Il fallait nous faire sortir de nos rêves et nous faire venir danser. On n'avait jamais eu ça à la maison. On n'avait que les rues pavées, l'obscurité tout le temps, le noir partout. Et ici, c'était l'air pur, la mer, les loisirs, les belles danses, les beaux orchestres et les beaux vêtements. Donc pour ces travailleurs, c'était important d'avoir leur tour, leur moment agréable ici. Si les ouvriers britanniques commencent à profiter des maigres avantages qu'ils tirent de leur labeur, la richesse créée par leur travail remplit les coffres des marchands et des entrepreneurs. Les banques s'installent dans des villes à travers le Royaume-Uni et une toute nouvelle activité se développe, la finance. Au XIXe siècle, face à la concurrence d'une main-d'œuvre étrangère meilleur marché, le modèle industriel britannique commence à décliner. C'est la lente agonie de la révolution industrielle. Fin 19e et début du 20e siècle, les usines de coton à travers le nord de l'Angleterre ferment leurs portes une à une. Et en 1980, elles ont presque totalement disparu. Malgré de nombreuses grèves et manifestations des mineurs britanniques, le 20e siècle marque également le déclin de l'exploitation minière. Les mines de charbon, de fer et de cuivre disparaissent à leur tour. L'industrie devient dépendante des importations. C'est le cas d'un des derniers sites sidérurgiques de Grande-Bretagne, dans le sud-ouest du pays de Galles, la scierie de Port Talbot. Quand l'industrialisation a pris de l'ampleur, beaucoup d'industries se sont déplacées des vallées vers la côte et les ports, vers les villes comme Swansea et Port Talbot.
C'est réellement devenu moins cher d'importer du minerai de fer et de cuivre d'Australie et d'Amérique du Sud. C'était moins cher de faire cela que de continuer à les extraire là-haut, dans les vallées. Mais aujourd'hui, tout cela est menacé. Les propriétaires actuels cherchent à se retirer car ce n'est plus rentable. Ce serait vraiment dommage à bien des égards si ça disparaissait. Parce que ce serait le point final d'une riche tradition industrielle. Si on perd Port Talbot et sa sidérurgie, cela sonnera vraiment le glas de l'histoire de l'industrialisation britannique. Ça reflète vraiment cette mutation en Grande-Bretagne, d'une économie industrielle vers une économie basée sur la finance et les services. À la fin du XXe siècle, alors que les industries traditionnelles laissent la campagne britannique parsemée de sites abandonnés, l'industrie des services et la puissance financière de la City brillent de tout leur feu dans le centre de Londres. Ce temple historique de la finance n'a cessé depuis le jour de sa création, en 1801, de prospérer. Avec l'incroyable expansion de l'industrie financière britannique dans les années 1970 et 80, de nombreux bâtiments traditionnels sont remplacés par les gratte-ciel étincelants que nous découvrons aujourd'hui. En 1988, pour accueillir le nombre croissant de sociétés financières dans la ville, les entrepreneurs se tournent vers un symbole abandonné de l'ère industrielle, les docks de Londres. Au XIXe siècle, ces 13 km² étaient les plus grands docks du monde, attirant des armées de travailleurs venus de tout le Royaume-Uni. Mais au milieu du XXe siècle, les porte-conteneurs sont devenus trop grands pour les eaux peu profondes de la Tamise. Et en 1970, les docks sont abandonnés pour des installations plus appropriées en périphérie de Londres. En 1988, le secteur financier investit ces anciens quais et y érige la version britannique de Wall Street, le quartier de Canary Wharf. L'évolution extraordinairement rapide de la société britannique au cours de sa révolution industrielle a transformé en profondeur le paysage du Royaume-Uni. Aujourd'hui, Canary Wharf témoigne d'une nouvelle époque, qui à son tour marque le territoire de son empreinte et de sa puissance. Le Royaume-Uni se cherche un avenir sur les eaux fragiles de cette ère post-industrielle.